ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Cette conférence, ça doit faire à peu près la 24-25e fois que je l'ai fait. J'ai jamais eu autant d'étudiants. Merci de me permettre de battre un record. Par contre, autre particularité, j'ai jamais eu des profils aussi juniors que vous. Donc je m'excuse par avance. Il y a certainement quelques petites choses qui vont vous passer au-dessus. C'est normal, c'est fait pour des profils un peu plus seniors et éventuellement certains qui ont été dans la vie active et qui permettent d'avoir un peu de recul par rapport à ce que je vais dérouler sur la qualité logicielle. La qualité logicielle, c'est pas se préoccuper du code que vous écrivez, ça vous allez apprendre à en faire, c'est surtout apprendre à comment écrire ce code correctement par rapport aux attentes qui sont celles des entreprises, et vous allez voir, ces attentes peuvent diverger entre le monde académique dans lequel vous évoluez en ce moment et le monde de l'entreprise qui a toujours en tête des préoccupations d'ordre financière. Bienvenue dans le monde capitaliste, et vous allez voir, en entreprise, c'est une réalité assez flagrante. Alors évidemment, tous ceux qui travailleront dans des labos CNRS et tout ça ne seront pas forcément concernés de manière aussi pointue sur ces préoccupations financières, quoique. Mais dans le monde de l'entreprise où la plupart d'entre vous vont aller, vous serez confrontés à ces sujets-là. Donc, plutôt que d'aborder la chose sur comment ça se passe dans l'entreprise, je l'aborde d'un point de vue un peu plus technique sur la qualité logicielle. Donc, a priori, rien à voir avec les cours que vous avez pu faire avant. Ça va être assez technique. Normalement, c'est assez technique. Cette conférence, elle est déroulée en 2 heures. En temps normal. Là, elle va être en 1 heure, c'est le temps qu'on m'a accordé, ce qui fait que je vais la couper en 2. Plutôt, vous allez avoir la première partie, celle qui concerne pourquoi ce qu'on se préoccupe de la qualité logicielle et les tenants un petit peu théoriques de la chose. Et puis il y a une deuxième partie qui est très orientée pratique, sur concrètement, derrière mon ordinateur, comment je fais de la qualité logicielle. Donc là, ça parle chaîne d'outils, ça parle méthodo et tout ça. On n'aura pas l'occasion de la dérouler, j'en suis navré. C'est la loi du genre d'avoir 1 heure. Néanmoins, vous aurez les supports si vous demandez à votre équipe pédagogique et vous aurez l'ensemble. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de la qualité logicielle et pas de tout autre sujet qu'on pourrait faire chez Castellis? Parce que bon, on écrit un certain nombre de choses chez Castellis, c'est une entreprise qui a 15 ans. On a pu choisir des sujets hyper techniques, mais là on a choisi un sujet qui est assez rarement présenté dans les écoles, puisqu'on connaît un petit peu toutes les conférences qui peuvent tourner, parce que c'est un sujet trop longtemps négligé et qui est très rarement abordé, donc je m'excuse auprès de l'équipe. La qualité logicielle, c'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup en école, et on le voit dans les entretiens d'embauche, dans les profils juniors qu'on va voir, les profils un peu plus seniors. C'est un sujet qui est un petit peu négligé. Alors, de manière caricaturale, ça se traduit par des gens qui arrivent en disant moi je sais débiter du code, et on se doute que vous allez apprendre à débiter du code. Mais ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qui vous assure que vous débitez du bon code, le code qui est demandé. C'est le next step. Vous voyez, c'est pas agir, c'est la réflexion sur comment j'agis. Donc il y a une partie qui s'apprend, je pense, à travers des conférences comme celle-ci, et puis après, il y a une partie qui s'apprend sur le tas, et qui constituera votre expérience professionnelle, et c'est ce qui vous différenciera finalement sur le marché du travail les uns les autres. Donc j'insiste sur ce point, tous les gens qu'on reçoit chez Castellis savent faire du code. Plus ou moins bien, mais ils savent faire du code. Ça nous intéresse évidemment, mais je dirais que c'est le prérequis. C'est pas l'élément qui va vous différencier quand on cherchera à recruter une personne plutôt qu'une autre. Ça va être l'aspect, le recul que vous pouvez avoir sur ce code pour dire je fais du code, et du bon code, et voilà pourquoi je fais du bon code. Être capable de dérouler tout ce que vous savez autour de ça. Donc là, sur cette conférence, c'est une introduction. On ne va pas vous demander, bien sûr, on sait que vous avez des profils juniors, on ne va pas vous demander cette expertise-là dès maintenant. Enfin, je ne pense pas que les entreprises dans lesquelles vous allez rentrer au mois de janvier, je crois, vont vous demander ces choses-là, et savent que vous êtes encore un peu néophyte sur ces aspects-là, mais c'est quand même pas mal d'avoir cette idée en tête et d'être proactif sur ces sujets-là. Éventuellement, dans les entreprises, vous constateriez que c'est des sujets un petit peu négligés, et vous aurez malheureusement l'occasion, pour certains d'entre vous, je pense, d'être dans des entreprises où ces sujets-là seront négligés, parce que quand on a la tête dans le guidon,
parce que quand il faut faire du chiffre, parce que voilà, il y a des finances derrière, on a tendance à faire des fois un peu n'importe quoi. Vous verrez, il y a des entreprises dans lesquelles je pense qu'un certain nombre d'entre vous diront qu'on fait l'informatique un petit peu n'importe comment, j'en suis navré. C'est la réalité de la chose. Alors, en général, plus l'entreprise est petite, plus vous avez de chances de constater ces choses-là. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas des choses intéressantes, qu'on soit dit en passant, le fonctionnaire reste ce qu'il est, mais ça veut dire que vous avez des chances de faire du code, de dérouler du code, mais sans trop vous poser de questions sur comment ce code est déroulé. Alors, j'aurais dû commencer par là, mais c'est pas grave. Je vais parler un petit peu de l'entreprise et de qui je suis. Donc l'entreprise, c'est Castellis. Comme on disait, c'est une entreprise qui est juste au-dessus de l'ETNA. Donc on vous connaît bien. Enfin, pas moi personnellement, parce que je viens pas d'ETNA, mais on a plusieurs profils qui sont chez nous, des alternants, des anciens de l'ETNA. Donc c'est une école qu'on connaît très bien. Puis on a aussi des gens de la RH qui proviennent de l'ETNA. Voilà, c'est une entreprise qui marche bien. Aujourd'hui, c'est 50 collaborateurs, enfin vous avez les chiffres, vous savez lire. Ce qui est important de constater, c'est deux choses, c'est que Castellis, c'est un mix entre un éditeur de logiciel et une société de services. C'est souvent deux business models assez différents. Les éditeurs logiciels vendent des applications toutes faites et vont amortir leurs dépenses sur le nombre de clients, alors que le modèle service, c'est celui des SS2I, si vous connaissez ce terme, j'imagine, c'est celui où le client vient exprimer son besoin et on lui réalise rien que pour lui. Castellis consacre une part non négligeable de son budget à la R&D, 5%, c'est pas négligeable. C'est dans ce cadre-là qu'on a pu mettre en place tout ce qui est chaîne d'outillage et qu'on fait de la veille sur toutes les nouvelles technos. Vous savez que l'informatique, c'est une des particularités de ce milieu, change très vite. Les technos apparaissent régulièrement, certaines meurent aussi. Ce qui fait que l'informatique que vous apprenez aujourd'hui, il y a de très fortes chances que ce soit différent de ce que vous pratiquerez dans 5-10 ans. Ça se trouve, vous utiliserez un langage qui n'existe pas encore. Moi, l'informatique, j'ai commencé il y a 15 ans. Il y a 15 ans, je n'utilisais pas tout ce que j'utilise aujourd'hui, que ce soit le langage, qui existait déjà, mais à l'état plus embryonnaire, et la chaîne d'outillage, elle évolue régulièrement. Donc, métier où la veille technologique a beaucoup de sens pour l'individu et aussi pour l'entreprise elle-même, et c'est dans le cadre de la R&D que c'est fait. Donc, moi, je suis Olivier Gosselin, ça fait 15 ans que je suis dans l'ingénierie, j'ai occupé à peu près tous les postes dans le cycle de vie d'un logiciel, que ce soit de l'avant-vente jusqu'au suivi d'exploitation. Je travaille d'abord dans le monde industriel et puis ensuite dans le monde web. Je suis certifié Scrum Master, pour ceux qui savent ce qu'est la méthode agile Scrum, si vous ne le savez pas, vous l'apprendrez un jour. Et puis je fais beaucoup de techno-web, principalement PHP autour des techno Symfony. Alors, j'occupe aussi deux fonctions chez KCI, je suis en charge de la R&D, et puis aussi de la qualité logicielle. Donc c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, donc je suis très content de pouvoir dérouler cette présentation aujourd'hui. Alors, pourquoi la qualité logicielle, c'est très important. Alors, j'ai commencé déjà à introduire le sujet tout à l'heure en vous disant que c'est ce qui allait vous différencier, vous, sur le marché du travail, mais cette vision-là, elle est un petit peu restrictive. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que quand vous allez développer, vous n'allez pas développer pour vous. Vous n'allez pas développer pour le professeur, vous allez développer pour des clients qui payent pour ça. Les clients veulent pour leur argent. Alors ça va, ils ne vont pas vous payer directement main dans la main, ils vont vous payer à travers votre salaire, bien sûr. Mais c'est pour eux que vous développez. Et donc la qualité, vous ne la faites pas pour vous. Vous pouvez avoir une certaine fierté à en faire, mais vous la faites avant tout pour vos clients. Le petit truc, c'est qu'un client ne va jamais venir vous voir en disant qu'il veut de la qualité. Au même titre que vous, quand vous achetez une voiture, vous n'allez pas dire Monsieur Renault, je veux de la qualité. Ça n'a pas de sens. Vous voulez une voiture qui marche et vous attendez à ce qu'elle soit correcte et vous n'allez pas passer au moment où vous allez la réceptionner à analyser tout l'intérieur pour vérifier qu'il n'y a pas un petit défaut. Enfin, vous soyez particulier, en général on ne fait pas ça. On demande une voiture, on obtient une voiture qui roule et on s'attend à ce qu'il y ait une certaine qualité intrinsèque. Alors on sait forcément que si on va aller acheter une Audi ou une Porsche, la qualité ne sera pas la même, on s'en rend compte dans le prix en général, mais on sait au départ qu'on ajuste soi-même le budget et la qualité qu'on va obtenir à la fin. En informatique, c'est assez différent, parce qu'un client
n'y a pas de tampon de qualité associé à des entreprises. Capcelis n'a pas un certain nombre d'étoiles associées à l'activité qui serait plus ou moins qu'un Capgemini, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise va choisir un Capgemini ou un Castellis? C'est plusieurs paramètres. Et c'est rarement des paramètres techniques, forcément, puisque l'application n'est pas encore développée à ce stade. Okay. Donc la qualité logicielle, c'est quelque chose qui n'est jamais explicité dans une relation entre un fournisseur et un client, et c'est jamais explicité entre vous la plupart du temps. C'est une notion qui est implicite. Elle est implicite, mais le client la veut. Il la veut, ouais, et il veut être content. Et il veut être content parce qu'il aura non seulement les fonctionnalités qu'il a demandées, mais ça c'est le b.a.-ba, il voudra une application qui est maintenable, qui est robuste, qui est stable, qui est évolutive. Et il ne va jamais vous le dire dans son cahier des charges, ça coule de source pour lui. Alors évidemment, après, il y a toute une gamme, il y a toute une échelle. Qu'est-ce que c'est que la maintenabilité? On verra un petit peu plus tard. Néanmoins, je vous invite à lire un cahier des charges si vous avez déjà eu l'occasion de lire un cahier des charges. Un vrai cahier des charges, vous pouvez en voir assez facilement sur les appels d'offres publics. C'est des sites web qui existent, il en existe plusieurs. Vous pouvez télécharger gratuitement un cahier des charges, vous allez voir, c'est assez sympathique. Des fois, ça monte à 100, 200 pages et vous avez une partie qui détaille tout le fonctionnel et toute le technique attendue. Il faut le digérer. Mais vous verrez, à aucun moment, il y a marqué ces choses-là. Pourtant, ça coule de source. Qu'est-ce qui va se passer s'il ne l'a pas? Il ne le verra pas forcément au moment où vous allez livrer l'application. Il aura fait la recette fonctionnelle. Il verra que les fonctions qu'il a demandées marchent. Mais au moment où ça passera en production, il y a plein de choses qui ne vont pas aller. Et puis quand il va demander des évolutions, parce que ce que vous espérez, vous, c'est que votre client va vous demander des évolutions, j'expliquerai après pourquoi c'est important, il n'aura pas une application maintenable, robuste, stable, et au final il ne sera pas content, il changera peut-être de fournisseur, et il vous fera éventuellement une mauvaise presse. Voilà. Bon, un peu cliché, un client content, ah oui c'est vrai qu'il y a un décalage entre les images. Ouais. C'est un peu cliché, mais grosso modo ça traduit bien le propos, où vous allez développer une application, où le client aura fait des demandes implicites, vous allez lui livrer ou pas, et si vous ne lui livrez pas, il vous le fera payer forcément à un moment ou à un autre. Ça, c'est votre client. Alors vous êtes sur un projet. Sur votre projet, voilà, vous avez envie d'une certaine maîtrise. Qu'est-ce que c'est que la maîtrise? C'est le fait que votre application, à un moment donné, elle est dans un certain état, et puis on va vous demander des choses autour de cette application. On va vous demander de faire des évolutions, des corrections aussi, mais principalement des évolutions. Ces évolutions, vous allez les faire sur une application qui n'est pas forcément la vôtre. Et vous verrez qu'il y a de très fortes chances que vous arriviez sur un projet où vous n'avez pas participé au début. Donc il y a une base de code existante que vous connaissez pas. Et il faudra faire avec. Alors, en général, dans votre champ de compétences, bien sûr, c'est pour ça que vous avez été recruté, mais c'est néanmoins pas votre code. Et vous avez déjà certainement eu l'occasion d'aller voir le code de vos petits copains. Des fois ça vous plaît, mais la plupart du temps, je sais que tous les informaticiens sont comme ça, le code des autres c'est de la merde par principe. Voilà. On code forcément mieux que les autres. C'est bien connu. Donc, vous voulez une maîtrise. Ce que vous voulez, c'est pouvoir dire au client, la fonction que vous me demandez, elle coûte tant, je peux vous la livrer à telle date, il n'y a pas de souci, et vous vous engagez là-dessus. Pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'il faut connaître le code, il faut connaître il faut maîtriser les impacts techniques et les impacts fonctionnels. Pour faire ça, il faut que ce code ait une qualité. Si c'est un code spaghetti bien dégueulasse, je vous mets au défi de pouvoir me sortir un délai et un budget pour mettre en place une nouvelle fonction quelle qu'elle soit. Votre petit copain, lui qui a développé le code, ça se trouve il a quitté l'entreprise, c'est vous qui récupérez sa merde et vous devez faire avec. C'est pas un exercice facile, vous ne souhaitez pas vous retrouver dans cette situation, donc il faut éviter que les autres après vous se retrouvent dans cette situation, c'est un bon principe. S'il n'y a pas ça, vous allez vous retrouver à pas maîtriser ce que vous faites, à faire des corrections, des évolutions dans votre code, et puis vous connaissez, il y a un jeu très amusant à la Foire du Trône, c'est le jeu des taupes, vous êtes à un endroit, votre taupe elle s'enfonce, mais elle sort de l'autre côté. Voilà. Et vous avez ce principe-là, vous allez passer votre temps à chasser la taupe. Alors, ça s'appelle la chasse au golf dans votre métier, mais ce que vous voulez, c'est avoir une certaine maîtrise et un certain cadrage de ce que vous allez faire dans votre code, et que ça n'ait pas des effets de bord non maîtrisés à côté. Parce que si c'est le cas, vous allez vous retrouver à faire une mise en production, et puis vos mises en production elles seront catastrophiques, je ne vous souhaite pas de vous retrouver dans cette situation, et puis vous retrouver à faire des heures sup pour corriger des choses que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas une situation très agréable.
Alors, vous faites ça à votre échelle de projet, et puis après, soit vous bénéficiez du retour d'expérience, soit vous faites profiter les autres de votre retour d'expérience, et puis vous vous retrouvez dans deux situations possibles. Soit vous êtes le fringant jeune cadre en qui tout le monde a confiance, vous confiez des projets stratégiques et c'est bon pour votre carrière, soit vous vous retrouvez, quand vous avez 30 ans, avoir une tête de quelqu'un qui en a 50. Voilà. Vous avez des cheveux blancs plus vite que les autres. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous faites du code, mais vous ne maîtrisez pas le contexte dans lequel se fait ce code. Ok? Évidemment, ça reste un peu cliché, j'ai jamais vu personne qui ressemblait à ça. Enfin, surtout à droite, à gauche, j'ai vu des gens qui font ça. Alors, le monde informatique a une certaine particularité, c'est que le code qu'on va écrire n'est que la conséquence de tout un processus en amont qui va jusqu'au client qui a exprimé un besoin. Et je prends un petit schéma d'Internet qui traduit bien les choses, qui est un petit peu amusant, mais qui est quand même très, très clair. Alors vous le connaissez hein, sûrement, il existe sur Internet, j'ai rien inventé. Vous avez un client. Votre client, il va exprimer un besoin. Alors, et là j'attire votre attention sur le mot expliquer. Déjà, il faut qu'il sache expliquer. Vous allez voir, c'est pas le plus simple. Il va expliquer quelque chose. Donc on prend l'exemple d'une balançoire dans ce petit strip. Donc il veut une balançoire, il y a des trucs, vous voyez, un petit peu déconnants quand même déjà. Hein. Il veut trois superpositions, donc comment est-ce que les personnes du dessous vont s'asseoir? On se demande, mais bon, on a quand même les grands principes, une balançoire qui s'agite, qui se balance aux branches d'un arbre. Ok, bon, il y a des trucs bizarres, mais on a vaguement compris ce qu'il voulait. La deuxième étape, c'est donc le chef de projet, ça peut être quelqu'un comme moi éventuellement, qui se retrouve en face de ce client et qui prend note de son besoin, qui pose des questions et puis qui l'écrit. Voilà, donc il a compris une balançoire, mais ça commence déjà à diverger. Alors, comme on est intelligent, on a corrigé déjà soi-même le fait qu'il voulait trois superpositions, on sait qu'il n'en veut qu'une. Mais on a commencé à introduire une petite chose bizarre, c'est qu'on est bien accroché à des branches, mais vous voyez que fonctionnellement, ça commence à devenir bancal cette affaire. Je vous mets au défi de faire marcher cette balançoire correctement. On continue. Dans les grosses entreprises, en général, on va avoir des gens spécialisés dans le métier, donc ils vont faire une analyse fonctionnelle. Alors comme ce sont des gens encore plus intelligents que les autres, ils ont bien compris que notre balançoire elle allait un peu foirer comme ça, donc ils ont enlevé le tronc et là ça se balance. Alors bon, la stabilité de l'affaire, on peut en discuter, mais néanmoins on a une balançoire qui se balance. Il ne faudra pas être trop grand pour ne pas se traîner la tête sur le tronc. On continue. Ça arrive jusqu'au programmeur. Alors, le programmeur, lui, il est en bout de chaîne, il n'a pas participé à toutes les étapes amont. On lui a mis une balançoire entre les mains, un arbre, et puis, évidemment, il n'avait pas le temps parce qu'il a 100 000 trucs à faire, et puis que tout le budget a déjà été consommé en amont, donc il ne reste pas beaucoup de temps et de délai, de temps et de budget, pardon, et donc il a fait au plus vite. On a une balançoire, hein, tous les principes sont respectés, le tronc, la balançoire, seulement ça ne marche probablement pas, cette affaire-là. Derrière, évidemment, dans une entreprise comme Castellis, comme toutes les sociétés de services, ou même les éditeurs, on vend du rêve. On vend du rêve et on va vendre une belle balançoire, mais à un niveau tellement chouette que je ne suis pas sûr que ce soit très très fonctionnel. Mais ça fait rêver le client. Et mine de rien, il y a besoin de faire rêver le client. Au même titre que la publicité vous fait rêver et vous fait acheter certains produits. Ce n'est pas différent dans le monde de l'informatique. Donc là, on a vendu quelque chose d'absolument terrifique qui a probablement poussé le client à dire que cette entreprise était compétente pour faire des balançoires, donc je vais pouvoir lui exprimer mon besoin qu'il y a dans la première vignette. Alors, on a développé l'application, on a tapé du code et beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'on a tapé du code, ça y est, c'est fini. Malheureusement pas. Je ne sais pas si vous avez fait le cycle en V, les cycles de développement, peut-être pas encore. Bon, on a une partie amont, hein, on va du besoin client jusqu'au code, et puis après on a une partie aval qui consiste à vérifier que le code qu'on a écrit est conforme à tout ce qui a été explicité en amont. Donc ça, en général, on n'a plus le temps de le faire, et ça pose des problèmes. Donc pas de documentation, alors on essaie d'en faire de l'auto-documenter, ça vaut ce que ça vaut. Ça a été installé un peu n'importe comment. Mais par contre, le truc qu'on n'a pas oublié, c'est de bien facturer le client, hein, parce qu'il faut quand même que les sous rentrent. Alors, évidemment, tout ça c'est un peu cliché, mais en général, on lui fait payer très cher des choses que les informaticiens mettent souvent assez peu de temps à mettre en place. Alors, c'est lié aux compétences professionnelles, bien sûr, mais des fois c'est un peu l'arnaque, disons-le. Comme dans tous les métiers, hein, c'est pas propre à l'informatique.
Partie qu'on néglige souvent, c'est que notre client il a demandé une balançoire, c'est très sympa, seulement le problème c'est qu'il a fait un peu son truc dans son coin, et quand l'application arrive en entreprise, il n'y a personne pour l'utiliser, personne ne comprend à quoi ça sert, personne, ça se trouve la personne qui a demandé le besoin, qui a exprimé le besoin au départ n'est plus là. Donc on se retrouve avec une application qu'on a livrée, on est très content, ça se trouve en tant qu'ingénieur d'avoir fait, on a fait des super algos, une super architecture. Mais au final, il n'y a pas de support, il n'y a rien. Donc l'application elle se retrouve là et personne l'utilise jusqu'à peut-être un jour quelqu'un dira ah oui, au fait, je me rappelle, on avait développé un truc, on va peut-être pouvoir l'utiliser. Dernier point, et pas des moindres, c'est voilà ce que le client voulait vraiment. Et vous voyez déjà qu'il y a une différence par rapport à la première vignette. On avait une balançoire qui se balance donc à une branche d'arbre, mais par contre, c'est pas du tout les 3 niveaux qu'il voulait, c'était la roue. Et ça attire votre attention sur un point qui est important, c'est que les clients savent très rarement exprimer correctement leurs besoins. Alors, petit aparté, quand je parle de clients, ça peut être deux types de clients. Ça peut être les clients externes, c'est-à-dire une entreprise qui travaille avec une autre entreprise, mais ça peut être aussi les clients internes. Et la plupart du temps, quand si vous êtes dans une grande entreprise, vous travaillez dans une DSI, direction des services informatiques, et cette DSI travaille la plupart du temps pour les autres services de l'entreprise. Le service marketing, le service vente, le service RH, ça peut être divers et varié. Et cette DSI, en général, a un comportement de monopole. C'est-à-dire qu'elle sait que les clients sont captifs et en général, elle fait payer très cher ses services aux autres services qui sont la plupart du temps obligés de travailler avec. Et ça permet de faire de la facturation interne, puisque vous savez probablement, dans les grandes entreprises, il y a de la facturation interne. Les services facturent les uns les autres. C'est un peu des mini-entreprises qui collaborent. Certaines entreprises n'aiment pas travailler avec leur DSI et donc la plupart du temps vont essayer de contractualiser avec des boîtes qu'elles maîtrisent un peu mieux, des boîtes plus petites où elles vont contractualiser au forfait, des boîtes comme Cascais. Donc nous on se retrouve beaucoup à travailler avec des services digitaux, des services marketing digitaux des grandes entreprises, alors qu'elles ont des DSI, mais elles ne veulent pas travailler avec leur DSI parce que cette DSI a des attitudes de monopole et vous le savez bien, quand on travaille avec un monopole, en général ça ne se passe pas très bien parce que les délais ils s'en moquent un peu, le budget éventuellement aussi, et puis ils considèrent que de toute façon comme on est pieds et poings liés, on va pouvoir le facturer très cher. Voilà, il y a plein d'exemples dans la vie de ces situations de monopole. Et là, il y a pour des entreprises comme Cascais des choses à faire et ça leur permet de travailler avec des grandes entreprises et pas spécialement avec les DSI de ces grandes entreprises. Les DSI travaillent aussi avec beaucoup de fournisseurs, en face. Alors, une fois qu'on a décrit ça, il y a une conséquence. Il y a une conséquence très, très néfaste qui est peut-être une particularité de notre métier, je ne sais pas trop dans d'autres. Voilà, c'est ces chiffres. Donc tous les ans, il y a un cabinet qui sort ces chiffres-là, qui analyse des milliers de projets publics, privés, principalement aux États-Unis, mais en France, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Et ce chiffre, il met en avant, alors là c'est 2006, mais 2012, j'avais vérifié, c'est à peu près la même chose, il met en avant le fait que vous avez grosso modo une chance sur 3 pour que le projet que vous réalisez soit un succès du point de vue du client. Et là je parle bien du point de vue du client, je ne parle pas de votre com, vous pourriez être très content de ce que vous avez mis en place. Une chance sur 3 pour que votre projet satisfasse le client. C'est-à-dire satisfaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez réalisé ce qu'il a demandé, dans les délais, les budgets, il l'a mis en production, il l'utilise. Une chance sur 3. Imaginez que vous achetez une voiture et il n'y a qu'une chance sur 3 qu'elle marche. Ce serait pas sympa. Dans l'informatique, si on ne creuse pas les chiffres un peu plus profondément, là c'est les chiffres macro, vous avez qu'une chance que sur 3 que ça marche. Et vous avez à peu près une chance sur 2 que vous ayez un projet sur lequel il aura fallu faire quelques concessions. Ça a mis plus de temps que prévu, ça a coûté plus cher que prévu, ou alors il a fallu élaguer le périmètre fonctionnel parce que on n'avait pas le temps, et si on veut finir dans les temps, justement, on ne va pas pouvoir tout faire. Donc on a fait quelques concessions. Et puis vous avez quand même 20%, un cinquième de chance que votre projet soit un échec complet pour le client, c'est-à-dire quelque chose sur lequel il est gravement insatisfait et il ne l'utilisera probablement pas. C'est énorme. C'est énorme. Ça c'est la réalité d'aujourd'hui, 2015, alors peut-être avec quelques pourcentages de moins, mais on est dans ces eaux-là. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il existe une très grande différence entre la perception du client, parce qu'une application informatique, ce n'est pas des informaticiens, les clients.
qu'est-ce qu'ils attendent d'une application, et puis vous, en tant que réalisateur de cette application, qu'est-ce que vous en attendez? Vous avez déjà certainement conversé avec des gens, je sais pas, vos parents, votre famille, qui vous demandent de réparer l'ordinateur, un truc très classique. Vous avez certainement vu leur vocabulaire et leur compréhension vous fait doucement rigoler. Quand c'est pas très fortement rigoler. Les clients sont un peu pareils, des applications pour les aider à être plus productifs. Ils s'en foutent des architectures et tout ça qu'il y a derrière. Et ils vous expriment un besoin, et on l'a vu dans le slide précédent, où ils ne sont pas forcément très sûrs de ce les mots qu'ils utilisent ne sont pas forcément les bons. Ils sont avec leur jargon métier, que vous ne comprenez pas forcément, parce que vous n'êtes pas dans leur métier, et vous devez câbler ça. Et comme vous n'êtes pas à leur place, vous faites au mieux avec ce que vous avez compris, et puis ça peut créer des déceptions en sortie. Alors, ces chiffres-là, comme je vous disais, ils sont macro, mais quand on est dans le détail, et quand on introduit surtout la qualité logicielle, on a quand même des chiffres qui sont nettement meilleurs. Heureusement, le monde de l'informatique n'est pas resté sur ces chiffres-là, sinon c'est une industrie qui ne marcherait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Il y a quand même tout un ensemble de choses qui peuvent être mises en place pour garantir un peu mieux la réussite d'un projet. Et vous comprenez bien qu'une entreprise sur Casselis, si elle disait à ses clients « Monsieur, il n'y a qu'une chance sur 3 qu'on réalise un projet comme vous le demandez », on aurait mis les clés sous la porte, et beaucoup d'entreprises aussi. Donc évidemment, nous on dit « Monsieur, il y a 100% de chance pour que le projet se fasse bien, et on fait ce qu'il faut pour que ça se passe bien ». Alors ça ne se passe pas toujours bien, on soit clair, la plupart des entreprises, et des entreprises de services comme les nôtres, que ce soit des moyennes ou des grosses, se retrouvent au tribunal à un moment ou à un autre avec des litiges. Et les projets informatiques, ce sont des projets très litigieux en substance parce qu'il existe un flou assez fort entre ce que comprend le client d'une application informatique et ce qui se passe derrière. Hop. Alors on parle de la qualité logicielle, mais la qualité logicielle elle se fait dans un certain contexte dans une entreprise, et puis je vais dérouler quelques idées que vous pourriez avoir sur ce monde de l'entreprise. Alors peut-être que vous n'avez pas d'idée parce que vous êtes relativement junior et donc vous êtes relativement neutre par rapport à ça, mais la plupart du temps sur des profils plus seniors, ils ont une certaine perception de ce qu'est le monde de l'entreprise, surtout parce qu'ils ont évolué plusieurs années dans une école d'informatique. Et le monde de l'entreprise, la plupart du temps, est assez différent de leurs attentes. Alors vous êtes alternant, vous avez la particularité d'être alternant, ce n'est pas le cas de tous les élèves ingénieurs, et donc vous saurez assez vite ce qu'est le monde de l'entreprise, et vous n'aurez pas de surprise une fois que vous serez diplômé, quand vous entrerez dans la vie active à proprement parler. Donc ça c'est déjà un avantage. Alors, il y en a 7 comme ça. Est-ce que vous pensez que vous serez toujours sur un nouveau projet dans l'historique ? On va vous recruter parce qu'on lance un nouveau projet. Non. Non. Et voilà pourquoi. Hop, alors, il y a un décalage, voilà pourquoi. Vous allez avoir à traiter ce qu'on appelle le legacy code. Le legacy code, c'est toute la base de code existante dans une entreprise. Alors ça peut être le code interne pour une DSI, mais ça peut être le code aussi qu'on a réalisé pour les clients dans le cadre de projets et dont on assure ce qu'on appelle la tierce maintenance applicative, c'est-à-dire les corrections et les évolutions. Vous voyez la petite timeline en dessous, grosso modo, un mode projet, ça va durer quelques semaines, quelques mois, le plus qu'on a dû faire chez Casselis, c'est 1 an. Et puis on va avoir plusieurs années derrière de maintenance applicative avec un client qui est content de travailler avec nous, et puis on est les seuls à maîtriser l'application, et donc il va nous demander de faire des travaux. Alors, comment ça se passe en général? C'est assez simple, on est assez serré au point de vue budget sur le mode projet. On ne fait pas forcément du dumping, mais on peut vendre à prix coûtant, surtout dans les appels d'offres publics qui sont très concurrentiels. Et ensuite, on fait notre marge sur la TMA. Situation un peu de monopole, comme je vous disais. Donc, on va faire rentrer les sous principalement pendant toute la période de TMA. Et le bon côté de la chose, c'est que la période de TMA est beaucoup plus longue que le mode projet. Globalement, pour les entreprises, c'est un modèle assez rentable. Voilà. Le legacy code, ça veut dire que vous avez de très fortes chances de rentrer sur un projet déjà existant, avec des technos déjà choisis, enfin on va le voir après, mais vous ne pourrez pas développer from scratch un nouveau projet. Alors évidemment ce que je dis n'est pas valable pour les startups, on a bien compris qu'il n'y a pas d'historique en général dans ce contexte. Vous croyez que vous serez toujours seul et autonome sur vos projets? Non. Non, la plupart du temps, vous allez travailler en équipe. Et alors, ça ne vous surprend pas, vous le faites certainement déjà, mais la particularité, c'est que cette équipe, ce ne sera pas vos petits copains qui ont à peu près le même âge et les mêmes motivations que vous.
Vous allez travailler dans un milieu où vous êtes jeune, arrivant, célibataire sans enfant, et puis vous allez travailler avec des gens qui ont 50 ans, mariés avec des enfants. Vous doutez bien que les préoccupations ne sont pas les mêmes. Vous allez être à fond dans votre passion, et eux, ils vont éventuellement voir leur boulot comme une activité plus alimentaire. Et puis, eux, ils sont issus de développement, notamment pour les plus anciens, COBOL, Fortran, etc., des technos qui vous font rigoler parce que c'était à l'époque de vos parents, grands-parents. Mais eux, ils viennent de là, ils sont encore dans la vie active, ils ont quand même 30 ans d'expérience, hein, c'est pas des gens qui n'ont rien à dire. Et puis vous arrivez avec vos technos, super à la mode, et puis vous connaissez certainement une des particularités de notre milieu, c'est un milieu qui est frappé malheureusement par le jeunisme, plus on est chance, plus on est jeune et plus on a d'atouts en général. C'est un milieu où les vieux, entre guillemets, ne sont pas très bien vus, mais sachez qu'ils existent encore dans l'entreprise. Alors quand je parle de vieux, c'est les gens qui ont 40, 50 ans et avec qui vous allez devoir travailler. Et puis évidemment, je ne vous parle pas de tout ce qui est la différence entre les humains. Certains sont très communicatifs, d'autres beaucoup moins. Certains sont des hommes, d'autres sont des femmes. Enfin bref, tout ce qui fait que ce sont des gens différents de vous avec lesquels il va falloir travailler, être productif et être coopératif, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Ensuite, vous pensez que vous allez pouvoir développer sans bug ni régression. Hop, c'est le suivant, il y a un décalage, c'est vrai. Ouais, vous pensez que vous savez coder sans bug? Voilà, je rigole. Bon, je vous invite à apprendre quelque chose dès maintenant, c'est quasiment essentiel, c'est Let's Code, Let's Bug. Voilà, apprenez-le par cœur, vous codez, vous buguez. Alors, qu'on se comprenne sur ce qu'est un bug. Un bug, c'est pas la petite erreur de syntaxe que vous allez voir tout de suite quand vous allez lancer votre page web ou compiler. Hein. On parle de bug dans le sens où c'est un comportement non prévu. Et ça peut venir de pas mal de choses. Ça peut être la charge que vous n'aviez pas prévue parce que vous avez développé dans votre petit coin, et puis tout à coup votre application elle a un succès fulgurant et vous avez des milliers de requêtes qui arrivent sur votre serveur. Ah ouais, mais vous n'aviez pas prévu qu'il y avait un entonnoir, enfin un goulet d'étranglement plutôt, au niveau de votre base de données, et vous supportez maximum 10 utilisateurs simultanés. Hop, ça, et vous en avez des milliers qui arrivent. Ça, évidemment, c'est un bug. Sauf si, évidemment, ça a été dimensionné au départ explicitement par le client pour traiter 10 personnes. Et puis, ça peut être des choses beaucoup plus retors, où vous avez une application qui finit en production, elle est parfaitement testée, recétée, et puis vous êtes dans un scénario ultra marginal qui malheureusement arrive. Mais l'impact de ce scénario est catastrophique. Ça corrompt votre base de données, rien n'est utilisable. C'est un bug aussi. Et le bug, il y a le bug technique que vous allez pouvoir maîtriser, corriger, et puis il y a le bug fonctionnel que vous ne maîtrisez pas et qui est lié au client. C'est son besoin métier. Pour lui, c'est un bug. Vous ne le savez pas, vous n'en avez aucune idée, à la limite, vous n'en avez rien à faire, vous avez câblé ce qu'il vous a demandé, puis un scénario qui vous paraît tout à fait logique dans sa sortie, ne l'est pas pour le client. Il va vous dire c'est un bug. Donc, de ça, il faut retenir que dès que vous allez coder, vous allez écrire un bug. Alors, évidemment, quand on parle de code, on ne parle pas d'une pauvre ligne de code, hein, on parle d'une fonction dans sa globalité, avec tout un tas de boucles, des for, des while et tout ce que vous voulez. Plus vous en mettez, plus vous avez de chances de faire des bugs parce que vous n'allez pas traiter tous les scénarios. Alors, un peu plus tard, si on a le temps, de la complexité cyclomatique de vos fonctions. Mais grosso modo, pour faire bien les choses, il faudrait qu'à chaque fois que vous ayez une branche de code, enfin un ensemble de boucles imbriquées les unes des autres, vous testiez tous les scénarios possibles. Vous savez bien que ça se multiplie. Si vous avez des dizaines de boucles for les unes dans les autres, vous avez une complexité cyclomatique élevée dans votre fonction, et comment vous allez tester l'ensemble de ces fonctions, bon courage. Donc c'est pour ça qu'on invite à découper en plein de petites fonctions, c'est plus facile à tester. Bref, là je digresse, l'idée c'est plutôt de dire vous codez, vous buguez, donc arrêtez de dire que vous développez mieux que les autres, c'est peut-être vrai, mais ça ne veut pas dire pour autant que votre code est parfait, et il y a de fortes chances que même s'il est parfait de votre point de vue, il ne le soit pas pour les gens utilisateurs. Ensuite, vous croyez que vos spécifications vont vous être données au début de votre projet, éventuellement comme ça se passe actuellement dans vos projets académiques, et puis tout est figé et vous pouvez partir, pas de surprise. Non, ça ne se passe pas comme ça. La réalité, c'est que vous avez un client qui ne sait pas forcément ce qu'il veut, qui veut pouvoir changer d'avis et qui va vous donner la spécification éventuellement au tout dernier moment
parce que lui, sa grande préoccupation, c'est de sortir les fonctions qui vont bien sur le marché au moment où il y en a besoin. Et un projet informatique, ça prend quand même un peu de temps, je disais quelques mois, dans l'univers du web, quelques mois c'est long. Et comme c'est long, la fonction qu'un client peut vous demander aujourd'hui ne sera peut-être pas valable demain parce que Google aura sorti quelque chose. Et dès que Google sort quelque chose, en général, ça fait mal à tous les gens autour. Donc la fonction qu'on vous demandera, donc, pour le coup, pourra évoluer. Ce ne sera plus la même. Elle va peut-être même complètement disparaître, voire évoluer assez profondément. Donc vous allez vous retrouver avec au départ une certaine spécification qui donne les grandes lignes et puis qui va s'affiner avec le temps progressivement, où le client va vous demander des choses complémentaires qui vont peut-être remettre en cause ce que vous avez déjà pu mettre en place. Ah ça il faut ravaler un peu sa fierté, mais je sais bien que les informaticiens ont du mal à défaire le code qu'ils ont fait en général parce qu'ils considèrent que déjà c'est du bon code, donc il n'y a pas de raison d'enlever. Mais la réalité c'est que vous allez vous retrouver à casser assez souvent votre propre code, celui des petits copains aussi, pour pouvoir mettre en place des nouvelles choses. Voilà. Vous allez refactorer, comme on dit, un peu refactorer. Et puis sur certains sujets, il faut faire au mieux parce que le client n'a pas d'avis. Je prends un exemple qui est assez classique, c'est quand on fait une application web, vous allez demander au client quel navigateur vous voulez supporter. Alors pour des Firefox, Safari et tout ça, c'est assez facile. En général, le problème il se pose pour Internet Explorer. Et encore, vous avez de la chance parce que IE6, vous n'avez peut-être pas connu, mais IE6 est mort, donc c'est déjà une bonne chose, mais pas mort partout. Mais aujourd'hui, la question c'est plutôt de savoir, alors vous les supportez quoi, IE8, IE9, IE10, IE11. Et le petit truc, c'est que quand vous demandez ça au client au démarrage de votre projet, parce que vous en avez besoin pour faire le chiffrage, votre application va sortir dans quelques mois. Or, vous savez, les parts de marché des navigateurs évoluent assez continuellement. Surtout les IE, il y en a qui sont en fin de vie, et puis il y en a qui sont en montée en puissance. Et donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est pas la part de marché aujourd'hui, c'est la part de marché dans 6 mois. Alors, bon, à partir de IE10, on est assez tranquille, mais souvent, plus on va vers les anciennes versions, plus il faut mettre en place du code spécial, parce que ça gère mal le HTML5, le CSS3 et tout ça, et ça, c'est du coût. C'est du coup qu'il faut facturer au client. Donc le client, il faut qu'il fasse des arbitrages entre la part de marché au moment où l'application va sortir et le coût de mise en place de ses fonctions. Et ça peut être embêtant, et le client, des fois, il n'a pas envie de choisir, et il faut choisir pour lui. Donc il faut faire au mieux. Alors j'ai pris l'exemple des navigateurs, mais ça se pose pour tout un ensemble de sujets, où la plupart du temps, le client ne va pas vous dire précisément ce qu'il veut, il va vous donner les grandes lignes, c'est vous qui allez faire comme vous comprenez, et ensuite il va faire les ajustements. Les clients sont beaucoup dans une logique de réactif plutôt que de proactif. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que vous fassiez quelque chose, ce qui vous paraît au mieux, le plus logique, et le client va vous dire en fait, c'est pas tout à fait ça que je voulais. C'est souvent ce qu'il répond. Mais c'est quand même pas mal ce que vous avez fait. Ça lui donne un début, ça lui donne de la matière pour faire sa réflexion. Et vous êtes dans un processus plus itératif. Plus itératif, vous voyez que derrière, il y a quand même en filigrane cette idée de méthode agile, que vous apprendrez à un moment ou à un autre, que vous avez peut-être même déjà vu, non? J'imagine que vous l'avez déjà vu encore. Les méthodes agiles, c'est les méthodes qui sont à la mode aujourd'hui dans le développement web, une qui s'appelle Scrum particulièrement, et qui est très adaptée justement à cette logique où le client ne veut pas décider tout de suite, et puis il faut l'aider à faire émerger son besoin en produisant du code qui vont l'aider à réfléchir et à produire du code supplémentaire jusqu'à arriver à l'application finale. Hop. Cinquième idée, vous pensez que vous aurez le temps d'atteindre la perfection du code. Vous êtes des esthètes, vous faites de la veille techno, vous savez quels sont les bons frameworks, les bonnes librairies, vous voulez les utiliser, vous savez que ça garantit tout ce qui est demandé explicitement ou implicitement par votre client, et donc vous voulez y aller gaiement sur votre projet. Parce que vous pensez que vous pourrez. Vous voudriez bien, mais désolé, la plupart du temps ça ne va pas se passer comme ça. Parce que le monde, il y a une certaine différence entre le monde académique, le monde de la veille techno, et puis le monde industriel, le monde des entreprises. Il y a un arbitrage permanent à faire entre la qualité, le temps et le coût. Et même si votre nouvelle techno est très à la mode, sans bug ni rien, c'est déjà pas mal, vous allez dire je veux assurer de la très très bonne qualité dans cette application. Le problème c'est que votre entreprise va vous dire derrière quel est le temps de mise en place, est-ce que ça a déjà été éprouvé quelque part, et surtout quels sont les coûts. Alors vous allez dire vous en faites pas monsieur, c'est open source, c'est gratuit, pas de souci, on peut y aller gaiement. Et puis là, il va vous poser une question très pertinente à laquelle vous ne saurez pas répondre, c'est oui, alors si demain tu pars, qui c'est qui va assurer sur cette techno?
Où est-ce que je peux trouver, où est-ce que je peux embaucher quelqu'un? Ça, c'est pas évident. Je prends l'exemple d'un framework comme Symfony 2 pour ceux qui font du PHP. Symfony 2 aujourd'hui, c'est très à la mode. C'est utilisé par beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, on peut se faire certifier. Donc, vous pouvez toujours dire, il y a des certifications. Symfony 2, vous embauchez quelqu'un qui a l'assertif et vous l'aurez. Quand on a une compétence comme ça sur le marché du travail, Castellis fait du recrutement assez régulièrement, donc on sait comment ça se passe. C'est des profils qui ne se trouvent pas facilement. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, il y a un problème de recrutement qui se pose. Je vais prendre un autre exemple. Quand on était dans une entreprise, dans ma grosse entreprise précédente, tout le back-end était fait en Java. Et tout le front-end était fait en JavaScript. Le problème, c'est que c'était très difficile de recruter des développeurs Java. Il y en a un, mais après, il faut savoir les séduire, qu'ils aient envie de venir dans l'entreprise, de proposer les bonnes rémunérations. Bref, c'était difficile d'embaucher des développeurs Java, ce qui fait que les back-end prenaient du retard dans leur développement, et en front-end, pas de problème. Les développeurs JavaScript, on en trouvait sans problème. Qu'est-ce qu'a décidé cette entreprise? Uniquement pour des questions de recrutement, c'est de bazarder toute sa techno Java pour passer en techno Node.js. Et le bac est aujourd'hui complètement en JavaScript. C'est une précédente entreprise, je ne sais pas ce qu'est devenu cette aventure. Et ça, quoi la conséquence de ça? Node.js, pour ceux qui ne savent pas, c'est une techno JavaScript aussi, côté serveur. Et les seuls recrutements nécessaires aujourd'hui, c'est des compétences JavaScript. Et des gens qui développent les back-end ou les front-end, peu importe, c'est du JavaScript. L'algorithme est la même. Et ça, l'entreprise a trouvé ça vachement bien. Et comme je vous disais, comme il n'y avait pas trop de problème pour embaucher des développeurs JavaScript, on a sorti Java. Donc une techno, elle peut être très bien, elle peut être vraiment très efficace, mais si derrière l'entreprise n'est pas capable d'avoir de la visibilité sur sa pérennité dans l'entreprise, ça va lui poser un problème. Et donc vous, quand vous arrivez avec votre nouvelle techno en disant elle est super, elle va exploser, etc., en termes de reconnaissance, il y a de très fortes chances qu'on vous dise non, tu mets ça dans un coin, tu fais éventuellement la R&D dessus, tu suis, et puis quand on en sera à la 2, 3, 4e version, qu'il y aura au moins 2-3 ans d'existence, qu'on verra une communauté assez grosse, peut-être qu'on l'utilisera chez nous. Voilà. Hop. Alors ensuite, vous avez votre application et vous voyez un bug en production. Ah, dommage. Et là, vous dites, c'est pas grave, je corrige, je déploie. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire ça en 2 minutes dans un contexte d'entreprise? Aujourd'hui, vous avez peut-être votre serveur perso, vous êtes directement avec votre IDE branché en FTP sur votre serveur et vous déployez en 10 secondes. En entreprise, ça ne se passe pas comme ça, loin de là. Enfin, en tout cas, dans les entreprises qui font de la qualité correctement. La plupart du temps, vous allez avoir une équipe d'exploitation, c'est-à-dire une équipe qui est dédiée à la supervision des serveurs et de tout ce qui se passe à travers le logging technique, le logging applicatif. Ce service, qui est un sous-service de la DSI finalement, va vouloir avoir des garanties sur ce que vous lui passez. Il y a une barrière à l'entrée, vous n'allez pas pouvoir dire j'ai mon code là corrigé, déploie-le-moi s'il te plaît. En général, ça ne se passe pas comme ça. On va vous donner un créneau de déploiement, on va vous demander de justifier ce que vous avez fait, de calculer les impacts potentiels. C'est un petit travail. Ensuite, vous allez avoir une recette fonctionnelle et technique. La plupart du temps, c'est pas vous qui la ferez, heureusement, ça va être des gens dédiés qui ont aussi leur propre planning. Et puis vous allez devoir gérer aussi ce qui s'appelle la traçabilité. La traçabilité, c'est que vous allez déployer du code et ce code, à un moment donné, peut-être qu'il va être source d'un bug et qu'il faudra faire cette fameuse chasse au bug dont je parlais. Et l'une des premières choses que vous allez devoir faire, c'est dire à partir de quand ce bug a été introduit en production. À partir de quel code? Donc vous allez retrouver le code qui est en cause et il va falloir dire ça a été déployé telle date en telle version. Donc voilà les impacts potentiels. Ça c'est vraiment un travail qui est assez fondamental. Et vous allez voir, enfin non, on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, il existe tout un ensemble d'outils qui permettent de correctement tracer ce qui a été fait à un instant donné, de manière à pouvoir reconstituer une histoire finalement. Et puis vous allez avoir aussi donc cette équipe d'exploitation, comme je disais, qui fonctionne un petit peu comme un roulet d'étranglement pour vous, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'équipes de développement dans votre service informatique, et puis chacun va livrer des applications dans une fenêtre temporelle qu'on lui aura indiquée. Donc toi, on va dire c'est tous les mois, par exemple, tous les 15 du mois, on déploie ton application. Et vous, on va dire, vous, c'est tous les 25 du mois, etc. C'est cadencé. Voilà. Donc il faut respecter ce cadencement, et en général, c'est ce qui est fait pour les releases. Mais quand vous avez... Alors la release, c'est une version majeure, la livraison d'une version majeure de votre application, avec des nouvelles fonctionnalités. Et puis à un moment, vous avez un bug critique qu'il faut à tout prix corriger, et là, vous vous mettez dans cette logique de release, parce que ça se trouve, votre client, votre système d'exploitation va dire
votre service d'exploitation va dire vous, votre prochaine livraison, c'est dans 15 jours, hein, vous n'arrivez pas avant. Vous allez lui dire, mais je ne peux pas attendre 15 jours pour faire cette correction, c'est juste pas possible. Et là, ce que vous allez faire, c'est ce qui s'appelle un patch. Un patch, c'est-à-dire que vous allez court-circuiter tout le processus qui est en place dans une entreprise pour livrer votre correction d'application. Alors, pour vous, c'est qu'un mot, release versus patch, mais en fait, la réalité, c'est que vous chamboulez une organisation déjà en place. Et la DSI, en général, facture ça aux demandeurs. Donc, je prends un exemple, toujours dans une entreprise précédente où j'étais. Grosso modo, la DSI avait calculé que la mise en place d'un patch, donc c'est-à-dire une livraison en urgence, ça coûtait 5 000 €. Et elle facturait 5 000 € au service demandeur. Ce qui fait que le service en question réfléchissait pour savoir si c'était vraiment critique ou pas. Bon, après, il y avait des querelles pour savoir qui était responsable de ça, mais ça, c'est une autre histoire. Ce qu'il faut retenir pour vous, c'est que vous n'allez pas pouvoir déployer en 2 minutes entre le dev et la prod. La plupart du temps, ça va prendre quelques jours, voire éventuellement quelques semaines. Et ça veut dire que ce que vous allez livrer dans la fenêtre de temps qui vous est impartie, vous devez vous assurer que c'est d'une qualité correcte, de manière à ne pas avoir à intervenir en urgence plus tard, dans un contexte beaucoup plus difficile. Alors, de tout ça, qu'est-ce qui ressort? La synthèse. La vérité. La vérité, c'est que vous allez vous retrouver à reprendre du code réalisé par d'autres développeurs, le principe du legacy code. Au sein d'une équipe, avec un client qui change régulièrement d'avis, ou qui n'a pas d'avis du tout, avec des latences dans les processus, vous allez ajouter du code et des bugs, en respectant un planning, un budget contraignant, bien sûr, parce que ce que vous avez vendu au client, il faut le faire dans un certain délai. Et en sortie de ça, on s'attend bien sûr à ce que vous fassiez de la qualité. Parce que vous avez toujours envie d'être informaticien. On reste motivé. Ça fait quand même 15 ans que j'évolue dans le milieu, croyez-moi, on ne se retrouve pas dans cette situation tous les jours avec tout ce qui se cumule. On se retrouve la plupart du temps avec un certain nombre de points, mais pas tous d'un coup. Et même si vous arrivez dans un contexte où il y a tout d'un coup, ça ne veut pas dire que le projet soit intéressant, loin de là, le fonctionnel peut être vraiment des plus intéressants. Et les clients peuvent être très sympathiques aussi. C'est l'avantage de notre métier, c'est qu'on fréquente, vous verrez, tout un tas de fonctionnels différents, pour ceux qui sont en société de service, où la plupart du temps ils passeront d'un projet à un autre. Les clients sont très différents les uns des autres, et c'est ce qui fait le charme de ce métier, de trouver un fonctionnel très différent à chaque fois. Mais bon, là, vous êtes dans un contexte un petit peu pas facile, hein, vous n'êtes pas dans un contexte aussi idéal que dans le milieu académique, et il faut faire avec ça. C'est le métier qui veut ça. Alors, la qualité logicielle, vous comprenez bien que ce mot-là, ça veut tout dire et rien dire, dans le sens, dès qu'on parle de qualité, c'est très subjectif, c'est très relatif d'une personne à une autre, la notion de qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous donne un code comme ça, d'une application, et que je vous mets au défi de me dire est-ce qu'il y a de la qualité ou pas, vous allez me donner éventuellement des avis très différents, et vous aurez des justifications différentes pour dire pourquoi il n'y a pas de qualité. Donc c'est un concept assez subjectif, et cette notion de subjectivité, elle pose problème parce que la plupart du temps, les entreprises, quand elles contractualisent, elles font donc des contrats avec derrière des notions assez explicites de délai, de budget, de périmètre fonctionnel, et derrière, si ça se passe mal, ça peut finir au juridique, sur des notions de subjectivité. Donc il ne faut pas rester sur des notions de subjectivité comme ça, et heureusement pour nous, il y a eu tout un travail qui a été fait autour de ces notions de qualité logicielle pour clarifier la situation. Donc je vais faire un petit peu d'académisme sur ce qu'est la qualité logicielle, parce que c'est important. Déjà, les notions de qualité logicielle, tout le vocabulaire est normé par l'ISO. Donc l'ISO, c'est un standard international, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc normalement, quand vous parlez de qualité logicielle avec un ingénieur à Tokyo ou à Los Angeles, normalement vous savez à peu près de quoi vous parlez à la langue. Donc il y a un langage commun. Il y a une phrase essentielle que je vous invite à prendre par cœur, de ça découle beaucoup de choses. C'est la qualité et la stricte satisfaction du besoin du client explicite ou implicite dans le respect des délais et des budgets. Il y a des mots en gras que je vais détailler un petit peu. La première chose, c'est la notion de satisfaction. Mais pas satisfaction, votre satisfaction, la satisfaction du besoin du client. Celui qui a payé, qui paye votre salaire implicitement. Ce client, il a exprimé des choses. Il a exprimé des choses, mais il y en a d'autres qu'il n'a pas exprimées. Et il va falloir quand même le mettre en place dans l'application.
Donc il faut mettre en place son besoin métier, relativement clair dans la spécification, et son besoin implicite. Toutes ces notions que je détaillais tout à l'heure sur la maintenabilité, la robustesse, l'évolutivité. Ça, il ne vous le dit pas, mais il faut le mettre en place. C'est votre métier. Et vous allez faire ça dans un contexte où vous allez devoir respecter un délai et un budget. Ce délai et ce budget sont plus ou moins réalistes, néanmoins ils existent, et si vous dépassez ce délai, vous avez perdu, si vous dépassez ce budget, vous avez perdu. Alors, la plupart du temps, quand on est lancé et qu'on arrive en fin de délai, en fin de budget, il y a derrière des extensions possibles, ça s'appelle des avenants dans les contrats, qui vont permettre de dire, monsieur le client, vous comprenez ce que vous avez demandé, c'était pas aussi facile que ça, vous avez changé en cours de route, on va faire peut-être un petit amendement au contrat initial et on va rajouter des choses dans les avenants. Et les SS2I sont assez fans des avenants la plupart du temps. C'est là-dessus qu'elles peuvent faire comme pour la TM1, qu'elles peuvent faire leur marge. Voilà, dans les slides après, on revient sur toutes ces notions. Mais ça, c'est une phrase qui est très importante. La qualité, ça veut dire beaucoup de choses dans une application. Voilà un schéma issu de la norme ISO. Il y a 5 caractéristiques qui se décomposent en sous-caractéristiques. Et ça permet de parler plus précisément des choses dans une application, parce qu'une application c'est une base de code, cette base de code fait des choses, mais en soi, la qualité c'est très vaste, il faut circonscrire le problème, et ça s'est circonscrit grâce à ces caractéristiques et ces caractéristiques que vous voyez ici. Vous savez lire, je ne vais pas faire la lecture. Néanmoins, ce qui est important dans ce schéma-là, c'est qu'il y a une notion qui vient se greffer à ces caractéristiques, c'est la notion d'externe et d'interne. Et vous voyez, il y en a qui sont que ex, d'autres qui sont que interne, et certains qui sont un mixte des deux. Qu'est-ce que c'est la différence? La qualité externe, c'est ce que voit l'utilisateur, c'est ce que voit le client, c'est ce qu'il voit quand il fait tourner l'application, tout simplement. Et la qualité interne, c'est ce qu'il ne voit pas, mais que vous, en tant qu'informaticien, vous allez voir, parce que vous avez accès à la base de code. Vous savez ce qu'il y a derrière le rideau. C'est assez clair dans le sens où l'adéquation par rapport à un besoin, comme le client il sait ce qu'il vous a exprimé, c'est normal que ce soit externe. Il va pouvoir le voir dans ce que fait l'application. Par contre, est-ce qu'il va pouvoir dire que l'application est modulaire? Non. La plupart du temps, il va falloir aller voir la base de code derrière, comment est fichue la base de données, comment est l'arborescence de fichiers, quelle est l'architecture mise en place pour savoir si c'est modulaire ou pas. Et puis, on en a certains qui sont un mixte des deux. Je prends l'exemple de la sécurité. La sécurité, c'est assez facile. Vous avez le principe, par exemple, de saisir un login et un mot de passe pour accéder dans un espace privé. Ce login et ce mot de passe, on le voit dans l'interface. L'utilisateur, il le voit. Il sait qu'il faut saisir quelque chose, donc c'est externe. Par contre, est-ce que ce mot de passe est codé en clair dans la base de données ou est-ce qu'il est crypté? Ça, il n'est pas en mesure de le dire. C'est uniquement en allant voir dans la base de données que vous allez pouvoir le dire. Donc c'est interne. Donc on a des notions qui se superposent entre externe et interne. Une autre façon de dire la chose, notre ami Maestro qui nous le dit, c'est... vous connaissez Il était une fois, j'imagine. Merci. La qualité logicielle, c'est la qualité fonctionnelle plus la qualité structurelle. C'est exactement la même chose que la qualité externe et la qualité interne. La qualité fonctionnelle, c'est la conformité à ce qui a été exprimé. L'utilisateur final le voit, et en général, ça se teste assez facilement. Il suffit d'avoir une équipe de testeurs, ça peut être éventuellement des outils automatiques, on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais il y a un certain nombre d'outils qui automatisent les navigateurs ou les programmes, et on peut tester. Et puis la qualité structurelle, c'est tout ce qui n'a pas été exprimé par le client, c'est tout ce qui est implicite. Et en général, c'est plus compliqué à le faire, il faut des outils pour analyser, et on va avoir des outils d'analyse de code, des outils d'analyse statique, des outils d'analyse dynamique, pour voir quelle est la qualité interne de votre application. Et c'est ces deux composantes-là qui vont faire que votre application a de la qualité logicielle. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Ce n'est pas parce que votre application répond aux besoins clients qu'elle est de qualité. Et ce n'est pas parce que l'architecture est bonne uniquement qu'elle est de qualité. Il faut que ça réponde aux besoins clients. Donc c'est les deux qui sont importants. Hop. Un autre schéma qui traduit cette notion de subjectivité dont je parlais. Vous avez plusieurs personnes qui interagissent avec un logiciel. Il y a vous, évidemment, en tant que développeur, mais vous avez l'équipe d'exploitation dont j'ai déjà parlé. Il y a votre client. Votre client, c'est souvent l'équipe marketing. En tout cas, chez Castelli, c'est le cas. Et puis, vous avez les utilisateurs. Votre client n'est pas forcément l'utilisateur.
Le client, ça peut très bien être quelqu'un qui vous demande une application parce qu'il veut vendre quelque chose. Donc il va venir vous demander un site internet de type e-commerce, vous allez lui mettre en place, mais c'est pas lui qui va acheter. Celui qui va acheter, c'est l'internaute qui vient acheter. Donc lui, cet utilisateur, il va être intéressé par des choses qui peuvent être spécifiques et qui n'intéressent personne d'autre. L'ergonomie, finalement. Il est le seul à utiliser le système, c'est lui qui achète le produit, il veut que ce soit ergonomique. Recherche d'un produit, mise en place dans le panier, tunnel d'achat jusqu'au paiement, c'est ça qui l'intéresse. Vous, en tant que développeur, vous en fichez, c'est pas vous qui achetez sur ce site. Le marketing, lui, ce qui va l'intéresser, c'est le taux de conversion. Est-ce que les actions peuvent faire rentrer les sous dans les caisses? Et est-ce qu'on va pouvoir ajouter assez facilement de nouvelles fonctions? Donc l'évolutivité. Voilà, toutes ces choses qu'il faut considérer dans une application. Vous voyez que c'est vaste, hein, il y a plusieurs thématiques, et ces thématiques n'intéressent pas forcément les gens avec le même niveau. Vous, en tant que développeur, surtout si vous êtes junior, vous serez en contact avec votre chef de projet qui vous dira les choses à faire, alors éventuellement avec votre équipe si vous êtes en méthode agile, ce que je vous souhaite. Vous serez rarement en contact avec le client. En tout cas, avec le profil junior, on évite parce qu'il y a une notion de représentativité. Il y a aussi un certain sens de la diplomatie, du commercial et tout ça. La plupart des juniors n'ont pas. Donc vous serez assez peu en contact avec le client. Mais plus les années passeront et plus vous aurez des chances d'être en contact avec ces clients. Et dans quelques années, certainement, vous vous détacherez un petit peu du code pour être plus sur les aspects fonctionnels et à moins intervenir sur la base de code. Je sais que quand je dis ça, ça vous fait un peu peur, hein. Mais c'est les années à venir. Hop. Je vous introduis quelque chose d'important qui est très théorique, mais qui est quand même assez, qu'il faut connaître, c'est la notion de triangle de la qualité. Vous ne l'avez pas vu, j'imagine encore, hein, c'est un concept un petit peu avancé. L'application, toute application que vous allez développer va se situer quelque part dans ce triangle. Est-ce qu'il y a de la qualité ou pas? Est-ce que vous l'avez développé très vite ou pas? Est-ce qu'elle a coûté très cher ou pas? Évidemment, on ne vous demandera jamais de vous positionner explicitement dans un tel diagramme, c'est théorique tout ça. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que toute application se situe dans ce triangle-là, et puis quand vous allez vouloir faire évoluer dans un axe ou dans l'autre, vous allez avoir une interdépendance. C'est-à-dire que vous pouvez quasiment jamais jouer sur un paramètre sans affecter les autres. Vous voulez plus de qualité, ça va forcément impacter les délais et les coûts. Vous voulez que ça coûte moins cher, ça va impacter les délais et la qualité. Vous voulez livrer plus vite, ça va impacter les coûts et la qualité. Vous avez une dépendance qui existe entre ces trois notions. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une élasticité qui va varier. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le même impact suivant où vous vous situez. C'est-à-dire que si vous avez une application qui n'a pas de qualité, et vous voulez en mettre un peu, ce qui est déjà pas mal comme raisonnement, ça ne va pas vous coûter cher, ça ne va pas normalement impacter votre délai, c'est-à-dire que ça se met en place assez facilement. Par contre, si vous êtes déjà dans une application qui a de la qualité, mais vous voulez en mettre encore plus, là ça va vous coûter beaucoup plus cher, avec des délais beaucoup plus élevés. C'est un petit peu comme le principe d'une piscine qui serait en pente. Quand vous commencez dans l'eau, vous avez que de l'eau jusqu'à la cheville, pas de problème, ça avance bien, et puis vous avancez encore plus profondément, vous avez de l'eau jusqu'à la taille, ça devient un peu plus difficile, il y a la résistance de l'eau. Et bien là, c'est exactement le même principe. Quand vous voulez évoluer sur un axe, vous allez avoir une certaine viscosité qui est dépendante de où est-ce que vous vous situez sur cet axe. Je le répète, j'ai conscience que c'est très théorique. En pratique, vous n'aurez jamais à avoir ces notions-là explicites, mais vous pourrez toujours dire au client que quand il veut quelque chose de moins cher, forcément, ça va prendre un temps qui va être variable. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre univers? Je vous rappelle qu'on fait laver le client pour lui vendre des choses, et bien on va lui dire, monsieur, on va vous faire une application rapide, de très bonne qualité et pas chère. Seulement, c'est un fantasme. La réalité, c'est qu'il y a très très peu de gens qui sont capables de faire ça, et en plus, qu'est-ce que ça veut dire très rapide, qu'est-ce que ça veut dire très bonne qualité, qu'est-ce que ça veut dire pas cher? C'est des notions bien subjectives, c'est un fantasme. Mais les clients y croient, les prestataires leur vendent, et évidemment, en sortie, comme la plupart du temps, c'est pas réalisé, et je vous renvoie aux fameux chiffres, les fameux pourcentages d'échecs de projet dont je vous parlais, on a des clients qui ont un sentiment d'échec et qui sont très frustrés. Voilà ce que ça crée. Alors, évidemment, tous les projets ne sont pas dans cette situation, néanmoins, ça explique en partie pourquoi est-ce que les projets, un certain nombre de projets peuvent être en échec. Il y a un autre point, je pense que... Ouais, super. Il y a un autre point que je veux évoquer, c'est la notion de déterminisme et d'heuristique. Alors, est-ce que vous
pensez que l'activité de développement logiciel est une activité déterministe ou une activité heuristique? Alors, plus clairement, est-ce que vous pensez que si je vous donne une fonction à développer, vous allez pouvoir me dire très précisément le coût et le délai de réalisation? Alors, pas forcément à la minute près, hein, mais vous allez pouvoir être relativement précis dans ce que vous allez me dire. Non, clairement pas. L'activité de développeur informaticien, c'est une activité qui est relativement proche de l'artisanat. Un artisan, il va rarement vous dire combien de temps précisément il va mettre pour une fonction. C'est normal, l'artisan est relativement proche de l'artiste plus que de l'industriel. Et l'industrie informatique évolue dans ce contexte-là où nos métiers sont assez proches d'un petit côté artistique. C'est-à-dire que c'est difficile de dire le temps qu'on va mettre en place, qu'on va avoir besoin pour mettre en place une fonction. Donc c'est heuristique. Seulement le problème, c'est qu'on évolue dans un contexte qui est complètement déterministe. C'est-à-dire que le client, il va vouloir, lui, avoir des délais et des coûts précis. Et vous comprenez bien la différence qui peut exister entre ce qu'attend un client et la réalité de notre métier. Et vous allez le constater assez rapidement quand vous serez dans le monde de l'entreprise. On va vous demander de vous engager sur certains délais, certains budgets. Vous allez faire au mieux. Selon toute probabilité, vous allez bien foirer au début. Et pas qu'un peu, hein, même beaucoup. Vous allez dire oui, mais j'avais pas prévu que telle ou telle chose n'était pas compatible, ou ce genre de choses-ci. Rien que l'installation de votre poste de développement, ça peut déjà être un problème dans certaines entreprises. Et donc à la fin, vous allez dire, mais purée, j'ai explosé par 2, par 3 le temps que j'avais indiqué. Bon, bah, avec le temps, vous allez être en mesure de faire des choses de plus en plus précises. Vous, ça vous paraîtra normal d'avoir dépassé ce temps? Bah oui, le serveur a mis plus longtemps à démarrer, ce genre de choses. Oui, bah, c'était pas prévu. Oui. Ouais, mais le problème, c'est qu'en face, vous êtes engagé vis-à-vis de gens par rapport à un délai et un budget. Et ça ne va pas leur permettre vos excuses, ils n'en auront rien à faire. Ouais. Et le problème, c'est qu'il va falloir faire avec ça parce que cette divergence entre votre activité proche de l'artisan et les clients qui s'attendent à ce que vous soyez un industriel, c'est ce qui crée tous les problèmes qu'il peut y avoir dans la relation entre une entreprise fournisseur et une entreprise client. Voilà, alors, normalement, je suis censé faire la suite avec qu'est-ce que c'est en pratique. Je vous ai bien abreuvé de bonnes théories, certains se sont peut-être endormis, et derrière, il y a quand même une réalité du terrain. Vous avez vos ordinateurs, vous aimez bien le code, il y a des outils qui permettent de faire de la qualité. J'aurais bien voulu le dérouler, seulement ça ne va pas être possible. Je vais juste vous donner les 3 éléments. Quand vous voulez faire de la qualité dans vos applications, vous avez 3 choses sur lesquelles vous pouvez jouer, 3 leviers. Le premier, c'est les composants que vous allez utiliser. Les composants, c'est les librairies, les web services qui existent, les frameworks, toutes ces choses-là. Elles existent sur les pages, la plupart du temps, elles sont communautaires et gratuites. Et quand je dis communautaire, c'est pas 1 ou 2 gars dans un coin. La plupart du temps, c'est des développeurs en 4 coins du monde. Utilisez-les, donc n'inventez pas la roue. Vous le faites ici dans un contexte académique, parce que c'est pédagogique, mais dans la vraie vie, dans la vie active, il faut être le plus productif possible. Et pour être productif, on utilise ce qui existe. Donc votre métier, ce sera principalement un métier d'intégrateur. Intégrer des choses existantes. Mais pas d'intégration graphique, je parle d'intégration avec de la câblerie technique, avec des bouts de code. C'est ça qui est fondamental et qu'on attend de vous. D'avoir une connaissance de votre écosystème, des écosystèmes, et d'être capable d'intégrer toutes ces briques-là. Les développements from scratch ne sont jamais from scratch. Vous allez utiliser une grosse base de code existante, et ça va représenter vraiment la majorité de votre code. Et vous, si je prends l'exemple de la petite pyramide, enfin de la grosse pyramide, vous avez une grosse base de code, et vous rajoutez juste la pointe de la pyramide. C'est ça votre métier en entreprise, hein, clairement. La deuxième chose, c'est les outils que vous allez utiliser. Vous êtes un petit peu comme un maçon, on vous a demandé de construire un mur, on vous a fourni les briques, seulement pour faire ça, il vous faut la truelle. Il vous faut ce qu'il faut pour faire le ciment. Donc vous avez besoin d'outils. Et l'outil, c'est pas simplement votre IDE, votre Notepad ou Eclipse ou NetBeans que vous pouvez avoir sur votre machine. C'est plus que ça. C'est tout un ensemble d'outils, d'analyse et de déploiement qui vous permettent d'arriver à cette efficacité-là. Et croyez-moi, toutes les 2-3 minutes que vous aurez gagnées à chaque fois, parce qu'en amont, vous aurez fait ce travail de mise en place de votre chaîne d'outillage, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps et donc de la productivité. C'est un petit peu comme une usine, chez Renault, ils fabriquent des voitures, mais ils les fabriquent avec quoi? Des voitures avec des robots. Vos outils, ce sont vos robots. Voilà. Dernier point, vous allez travailler en équipe, c'est bien gentil d'être ensemble, non seulement vous n'êtes pas là pour prendre un pot, vous êtes là pour créer un projet, et pour créer ce projet, il va falloir une méthodologie. Qui fait quoi? Et la plupart du temps, vous ne serez pas amené à tous faire la même chose. Et heureusement pour vous, parce que si vous faites la même chose, vous allez vous marcher dessus.
travailler en équipe, c'est presque la chose la plus dure hein, qu'il y a à apprendre. Là, vous faites peut-être des projets en équipe à 2, 3, 4, etc. Mais vous n'êtes pas du tout dans un contexte d'entreprise où vous récupérez une base de code existant, vous êtes 4 ou 5 et on vous demande de travailler ensemble sur ce projet pour mettre en place des nouvelles fonctions. Donc tout ça, ça s'apprend. Et la plupart du temps, quand vous rentrez dans une entreprise, au niveau où vous êtes dans un rôle assez observateur, assez en retrait, et vous êtes là pour monter en compétence dans ces entreprises. Elles sont là aussi pour vous aider à monter en compétence sur tous ces sujets. Oui, le dernier point, c'est que la plupart du temps, la méthodologie que vous utilisez va avoir un impact sur les outils. J'en prends l'exemple de Scrum. Scrum, derrière, c'est de l'intégration continue. Désolé pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. L'intégration continue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on compile et qu'on intègre très souvent. Il vous faut la chaîne d'outillage qui va bien. Vous ne pouvez pas faire ça dans un coin, vous êtes obligé d'avoir des process très automatisés. Et dans une entreprise comme Castellis, cette chaîne d'outillage existe déjà. C'est-à-dire que quand un nouveau projet arrive, la base de code existe, la chaîne d'outillage existe. Donc si la base de code, ce serait l'exemple du châssis. Donc si aujourd'hui un client vient de me demander un break, moi j'ai pas de problème, j'ai développé une berline avant, mais j'ai déjà mes robots, j'ai déjà mon châssis, et j'ai juste à transformer ma berline en break. Et votre boulot, ce sera ça. Alors il y a des gens bien sûr qui travaillent sur les châssis, des gens qui travaillent sur les robots, c'est le rôle de la R&D, entre autres ce que je peux faire. Mais vous aurez une équipe qui en amont fait tout ce travail-là. Donc je vous rassure, vous ne partirez jamais de zéro, normalement dans une entreprise bien constituée. Voilà, et je vais m'arrêter là parce que je sais que c'est l'heure du déjeuner. Et je vous remercie pour votre temps.